Madame, Monsieur, bonsoir. Sécurité alimentaire et pouvoir d'achat au menu de questions d'Actu ce soir. Le sujet a bien évidemment déjà été discuté dans le cadre de notre émission, car il est aujourd'hui au centre de l'actualité, non seulement nationale, mais aussi mondiale. Et force est de constater que les choses commencent à se gâter. Depuis plusieurs semaines, bien sûr, la guerre en Ukraine déstabilise l'approvisionnement mondial en céréales et en légumineuses, mettant en danger des millions de personnes qui risquent de souffrir de famine et de malnutrition dans les prochains mois. La solution n'est pas bien sûr économique mais politique. Alors en attendant, un plan d'urgence mondial est en marche. Les grandes puissances agricoles, dont l'UE, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie, s'engagent à assurer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire du monde. Oui, mais comment si le climat s'en mêle et que les récoltes ne sont pas au beau fixe? Exemple de l'Inde, qui est apparue telle une lueur d'espoir avant de décider de suspendre ses exportations de blé à cause justement des fortes chaleurs qui perturbent sa propre production. Mais cette décision pèse lourdement sur les finances publiques des pays importateurs, puisque le cours mondial du blé s'est une nouvelle fois envolé. Alors arrêt ce soir sur le cas Maroc, qui subventionne, rappelons-le, à coups de milliards son blé importé pour ne pas le répercuter sur le citoyen. Alors, juste pour info, le prix de la tonne de blé vient de battre un record absolu, toute échéance confondue sur Euronext, le marché européen. Le cours a ainsi atteint 438,25 € la tonne. Alors, nous en parlons ce soir en compagnie de mes invités, avec tout d'abord Rachid Ben Ali, vice-président de la Comadeur de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement durable. Bonsoir Rachid Ben Ali, merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation. J'ai également le plaisir d'accueillir professeur Giuliano Martiniello, professeur de sciences et économie politique à Sciences Po Rabat. Bonsoir professeur, merci de vous joindre à nous également dans le plateau. Et nous avons également avec nous un autre professeur universitaire, professeur Abnbi Abou Arab. Bonsoir, merci d'accepter l'invitation de Médien TV. Merci de l'invitation. Alors Rachid Ben Ali, pour une année type, ce qu'on appelle une année type en pluviométrie, de combien de céréales avons-nous besoin et combien est censé couvrir notre production nationale optimale, bien sûr, normale, avec une année sans sécheresse? Alors déjà, nous sommes un pays, un grand consommateur de céréales et de blé tendre plus particulièrement. Donc nous sommes, sur le blé tendre par exemple, au niveau de la France, un pays qui est un grand consommateur, consomme quelque chose comme une centaine de kilos, 95 kilos par an, par habitant. Au Maroc, on dépasse largement les 200 kilos. Et on peut dire que c'est de la consommation, mais aussi il y a beaucoup de gaspillage, énormément de gaspillage. Donc combien on produit? Donc on produit, si on parle de blé tendre, on produit aux alentours de 50 millions, 40 millions dans des bonnes années. La totalité, on est aux alentours de 100 millions avec tous les céréales confondus. C'est une bonne année quand on est une bonne année avec 100 millions. N'empêche, avec ça, on a besoin encore de 30-40 millions de quintaux qu'on importe chaque année. Donc, en gros, on a un besoin annuel pour le Maroc de 130 millions de tonnes annuellement de blé tendre. Effectivement, entre blé tendre et blé dur. Là, non, quand on parle de l'ensemble, l'ensemble des céréales, sauf le maïs. Le maïs, ça va à part parce que ce n'est pas destiné à la consommation humaine. Aussi, pour l'orge aussi, qui n'est pas destiné à la consommation humaine, c'est pour le bétail. Donc, orge et maïs. Le maïs est pratiquement plus produit localement. Il est importé à pratiquement 100%. L'orge, non. L'orge, il est produit localement. Il y a des fois, on a besoin, il y a des importations ponctuelles de l'orge aussi. Très bien. Alors, avec une production nationale cette année estimée, les chiffres sont officiels, ils ont été annoncés par la tutelle, 32 millions de tonnes de céréales produites au Maroc. Alors, on a un gap de 100 millions à combler. Au moins, oui. Au moins. Ouais. Très bien. 32 millions, c'est largement en dessous de la moyenne. C'est la moitié peut-être d'une année type. D'une année normale, un peu moins que la moitié. Nous, on estime normalement, on doit être aux 70-80 millions pour être, une année moyenne normale. Est-ce qu'une année moyenne normale est décidée que par la pluviométrie, Rachid Ben Ali?
Malheureusement, oui. Une bonne partie par la pluviométrie. Une bonne partie, c'est-à-dire 70%. Une bonne partie, c'est-à-dire maintenant, on peut dire, écoute, cette année, c'est un peu spécial. Cette année, par exemple, c'est une année où on a eu composition de 3 facteurs. Premièrement, il y a la pluviométrie. Et deuxièmement, c'est les barrages qui sont à sec, parce qu'il y a aussi une bonne partie qui n'a pas été irriguée. Irriguée, oui. Deuxième point. Et troisième point, c'est les prix des intrants. Et qui dit prix des intrants qui sont passés, bon, je vous cite rien que, par exemple, les engrais azotés, l'ammonitrate 33,5 par exemple, qui est généralement aux alentours de 340 dirhams. Cette année, elle a dépassé les 1000 dirhams. Donc, automatiquement, elle n'a pas été utilisée. Et quand on n'utilise pas l'azote, automatiquement, les rendements baissent. C'est automatique. Donc, ils sont subventionnés non, pas du tout, au niveau du pas gouvernement. du tout. Alors là, les engrais, il y a les engrais qui sont produits localement, qui sont commercialisés et produits par l'OCP, mais les engrais azotés sont importés à 100%. Ils ne sont pas subventionnés, pas du tout, donc ils sont libres. Et là, ils ont dépassé les 1000 dirhams. Vous avez évoqué, M. Benali, un point très intéressant dont on avait discuté lors d'une précédente émission avec le professeur Martiniello, et en l'occurrence sur cette question d'habitude de consommation, sur la consommation du Marocain en blé. Comment a-t-elle évolué? Si on peut faire juste un rappel, parce que c'était très intéressant et ça avait vraiment, moi, ça m'avait personnellement étonné parce qu'on ne s'en rend pas compte. Pour nous, on consomme le blé qu'on consommait il y a 50 ans, or que ce n'est pas le cas. Et cela a aussi mené à ces chiffres de 100 kilos par an par habitant. Si vous pouviez nous expliquer cette transition de la consommation du Marocain par rapport aux céréales. Les habitudes alimentaires des Marocains par rapport aux céréales, elles ont changé à partir des années 50 et 60, en correspondance avec l'aide alimentaire des États-Unis, qui ont commencé à offrir de l'aide alimentaire au Maroc, qui avait besoin de beaucoup de céréales, vu qu'il avait une population croissante, et donc avoir du blé avec un coût très bas ou nul, c'était très convenable. La question, c'est que depuis qu'on a commencé à injecter ces grandes quantités de blé au Maroc, on a marginalisé les autres céréales. Et donc, on a commencé aussi à planter beaucoup de blé, vu que la consommation interne, elle s'articulait plus et plus autour du blé. Bien sûr, les autres céréales ont commencé à être marginalisées. La recette du pain, elle a aussi changé. Avant, pour faire le pain, on utilisait beaucoup plus de céréales. Mais à partir des années 60, la recette de Houbs, de ce que vous appelez le Houbs, elle a été centrée surtout sur le blé tendre. Et donc, ça va sans dire que depuis qu'on a commencé à injecter ces grandes quantités de blé, etc., on a aussi créé une dépendance alimentaire parce qu'on a habitué les Marocains à consommer beaucoup de blé, mais on n'a pas avancé en même temps en termes de production. Donc, on a augmenté la consommation aussi en essayant de la subventionner. Mais dans la longue période, bien sûr, ça a créé une certaine dépendance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dépendance de la Russie et de l'Ukraine, mais le Maroc, il est aussi beaucoup dépendant du blé français. Donc, selon moi, quand on essaie de regarder quels sont les impacts sur le Maroc, il ne faut pas simplement regarder les implications de la guerre, ça veut dire calculer combien d'importation de blé le Maroc il a envers l'Ukraine et la Russie. Mais en effet, on doit comprendre le taux de dépendance alimentaire des céréales total, plutôt que... parce que si on regarde la dépendance du Maroc de la Russie et de l'Ukraine, on touche peut-être le 35%, 25%. Les chiffres varient entre 25 et 35%. Varient beaucoup. Si on regarde la dépendance alimentaire du blé en général, vu la très forte consommation, comme mon collègue l'a dit avant, c'est presque 250 kilos par an, c'est pas 100. Bien sûr, on a besoin de grandes quantités. Parce qu'on consomme essentiellement du blé tendre dans le pain, dans les pâtes, dans la sémoline, dans le couscous, etc. Donc, bien sûr, on a une alimentation très centrée sur le blé et c'est ça qui rend le pays
très vulnérables aux oscillations de prix qui viennent des marchés internationaux. Est-ce que le fait, professeur Abou Arab, le fait que vous avez évoqué aussi tous les produits, à part le pain, bien sûr, qui sont impactés par cette envolée des prix et cette rareté de la matière, professeur Abou Arab, aujourd'hui, le blé est subventionné par l'État. Mais qu'en est-il pour les industriels? Est-ce qu'ils profitent aussi de cette subvention? Parce qu'elle n'est pas répercutée sur le citoyen, donc sur le prix de la farine, donc du blé. Mais qu'en est-il des industriels, de l'agro-industrie relative, et qui utilisent ce genre de matière? Alors, la subvention, elle est appliquée au blé de manière générale. C'est-à-dire que la chaîne industrielle en profite, qui la répercute évidemment sur le consommateur. Donc, il la répercute, ça veut dire que si le prix du blé augmente. Le kilo de pâtes produites bien sûr au Maroc, on ne parle pas des pâtes importées, ne change pas, n'est pas censé changer. Non, il n'est pas censé changer. C'est d'ailleurs le jeu de la caisse de compensation. Cette caisse, elle travaille, elle finance directement les industriels. Vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez aussi, parce qu'on parle le porte-parole du gouvernement a parlé de quelque chose comme 3 milliards de dirhams de subventions depuis le début de l'année. Bon, c'était fin mars, je pense. Donc là, on ne parle pas du mois d'avril. C'est 3 milliards, donc en moyenne 1 milliard de dirhams de subventions du blé. Avec une augmentation de presque 67%. Absolument, mais on ne connaît pas combien utilisent les industriels. Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Les chiffres ne sont pas précis là-dessus, mais l'enveloppe globale, elle est en augmentation avec un taux qui est quand même très important. Et il me semble que pour l'année 2022, la bagatelle, elle va s'approcher des 10 milliards de dirhams. Si on part sur 1 milliard, avec la hausse qui vient on est déjà 3 milliards enregistrée sur les marchés mondiaux, exactement. Donc c'est sûr que, et ça va rester crescendo, quoi. Crescendo. On va dépasser les 10 milliards pour l'année 2022. 10 milliards, c'est déjà un chiffre énorme, et ça va peser sur les finances publiques. Mais on n'a pas le choix. Et il me semble, vous avez posé la question, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas, parce que le pain est quand même fondamental. Mon collègue je parle de la subvention pour les industriels, parce que c'est comme pour le gaz, il y a la question qui se pose. J'ai juste transposé ce questionnement sur les produits agroalimentaires qui sont aussi liés aux céréales. Je vous donne la parole juste après la fin peut-être de l'idée de professeur Abou. Vous avez tout à fait raison. La subvention, de toutes les manières, elle doit déboucher sur le consommateur final. C'est-à-dire que le prix aujourd'hui du pain, il est à 1,20 dirham, il doit le rester. Et c'est toute la chaîne qui est concernée, c'est-à-dire au démarrage, au niveau évidemment de l'industrie de transformation qui transforme le blé en farine. C'est là où est injectée la subvention. Ça passe par les industriels, évidemment. Très bien. Rachid Maali, peut-être quelque chose Je reviens à ajouter sur 2 points. Premièrement, quand mon collègue a parlé de tout à l'heure de 250 kilos, on a parlé de blé tendre. Oui. Maintenant, si on parle de la consommation totale, on est aux alentours de 75 millions en moyenne des 5 dernières années de blé tendre et plus 30 millions de blé dur. Oui. Donc le total, quand même, ça dépasse les 105 millions. 105 millions, rapporté à la population, on est à plutôt de 300 kilos pratiquement, voisine à 300 kilos. Maintenant, au niveau de la subvention... Et 10 kilos par jour? Non, par an. Oui, 300 kilos. Ah ben oui, ça fait plutôt, 1 kilo par jour, excusez-moi. Ça en reviendra, c'est un point très important, et ça en revient... C'est là où vous parlez de gaspillage, voilà, nous y reviendrons. Ça fait quand même maintenant, 1 kilo de pain ou de pâtes, même, pas normal, ou de couscous par jour. Ça passe pas du tout. Non mais c'est inhumain, je veux dire... C'est pas normal. Donc maintenant, on revient à un point très important, c'est celui de la subvention. Alors maintenant, il y a la subvention de la farine nationale, ce qui existe depuis toujours, ça a toujours existé, c'est pas un problème, c'est pour stabiliser la farine nationale, mais il y a ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on est passé d'un blé tendre à moins de 200 dirhams au corps mondial à 438 €, donc 450 dirhams, un peu plus. Donc c'est là où il y a la restitution aujourd'hui. Et cette restitution, elle est faite directement auprès de la minoterie. Les importateurs importent au prix fort, ils vendent de la minoterie avec la facture de la minoterie. Qu'on sache au moins que le produit est arrivé à la minoterie, ils ont une restitution qui est aujourd'hui aux alentours de 200 dirhams, 230 dirhams au quintal.
parce qu'on est quand même à des prix de 500 dirhams. Parce que quand on parle de 438, c'est départ France. Il y a le port, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour arriver à ce prix-là. Ceci n'a rien à voir avec l'industrie. L'industrie, généralement, dans les produits céréaliers, ça touche surtout les pâtes et le couscous. Et ça, c'est du blé dur, qui n'est pas subventionné. Très bien. Vous faites bien de faire la différence. C'est la farine blé tendre qui est subventionnée. Tout ce qui est, généralement, qui va vers le, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le khubz, qui va vers le pain. Mais tout ce qui est industriel, tout ce qui est pâtes, couscous et tout le reste, ça, c'est du blé dur qui n'est pas subventionné. Généralement, on importe quelque chose comme 10 millions par an, avec une production locale d'environ 15 à 20 millions de quintaux par an. On en est loin. Quelque chose qu'une 30 millions, au total, 30 millions de consommés par an, et qui va au bien pour les gens qui font des melaoui et tout ce qui se fait à la maison avec le blé dur, et l'autoconsommation, parce que même les 15 millions, les 20 millions qu'on trouve au Maroc, ça ne va même pas vers l'industrie, c'est du consommation locale pratiquement. Et bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le blé dur, bien sûr, parce que c'est très important. Et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que ce sont les Américains qui ont emporté le blé tendre dans les années 50, 60, et c'est là où le Marocain a connu le blé tendre. Juste avant, c'était uniquement le blé dur. Est-ce que le Marocain peut se défaire un peu de cette habitude de consommation, ne serait-ce que... très difficile. D'une très manière difficile. un peu... La base au Maroc, c'est le pain. C'est notre culture. On sort un petit peu d'une certaine classe. Maintenant, on parle de la classe moyenne, la classe défavorisée aussi, bien sûr. Donc, le pain, c'est la base. C'est la base, et ça, on ne peut pas s'en sortir. Vraiment, c'est... Maintenant, par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est limiter le gaspillage. Et c'est ça où il y a le gros du problème. C'est impossible. On ne peut pas consommer 300 kilos par an, mais il y a une très bonne partie qui va au gaspillage. C'est le réflexe classique de celui qui rentre chez lui en passant à la boulangerie, au lieu d'acheter, il a avec sa femme et 2 enfants, au lieu d'acheter 3 pains ou 3 baguettes, il en achète 5. Et conclusion, il y a 2 qui sont jetés. Maintenant, il y a des chiffres qui ont été annoncés par la Fédération de la boulangerie qui dépassent par des millions de pains jetés par jour. C'est énorme. Vous avez parlé professeur Bouara, vous avez parlé de finances publiques. Hier, il y a eu le ministre du Budget qui a fait des déclarations par rapport justement à la flambée des prix, par rapport à cette loi de finances rectificative. Non, toujours pas. Les finances de l'État se portent bien, selon Fawzi El-Qja. Alors toujours pas, parce que comparativement à 2021, le déficit public, par exemple, est en recul de quelques 10 milliards et demi. Donc de ce point de vue, les finances sont en train d'être assainies. Bon, en parallèle, oui, c'est vrai. Quelles sont les raisons, justement? Parce Augmentation. Il y a eu beaucoup d'injections de cash. Enfin, quand je dis de cash, il y a eu bien sûr ce plan pour le secteur agricole, 10 milliards, 10 milliards. Qui a été initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y a eu les 2 milliards pour le tourisme. Il y a eu 3 milliards pour le blé, que pour la subvention du blé, etc. Et j'en passe. Donc, il n'y a pas de secret, c'est la reprise économique. Grâce à la reprise économique, les recettes ont augmenté de quelques 28%. On est à 18 milliards de dirhams de recettes et de rentrées fiscales, comparé à quelques 11 milliards sur la même période en 2021. Donc il y a une reprise de l'activité économique, donc automatiquement des recettes fiscales pour l'État. Et de l'autre côté, aussi une réduction des dépenses, parce que avec toutes les charges qu'on a, avec toutes les dépenses qu'on a dépensées pour pallier à la cessation de l'activité économique de beaucoup d'acteurs, aujourd'hui l'État ne verse plus cela, excepté la subvention pour le transport qui va coûter 1 milliard. Donc de manière générale, la situation économique se rétablit et donc automatiquement les finances publiques sont en train d'être rétablies, nonobstant cette explosion des dépenses de la caisse de compensation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie marocaine et pour les finances publiques. Donc il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter de ce point de vue-là, ce qui va laisser au gouvernement une marge de manœuvre pour peut-être davantage dépenser socialement. Parce qu'on table sur 32 milliards pour la caisse de compensation. Moi, il me semble que, vu la situation mondiale, vu que la crise va durer, vu que les prix des matières premières vont exploser avec les nouvelles décisions de l'Inde
qui a interdit les exportations de blé. La Chine qui va sortir sur le marché international pour importer quelques 100 millions de tonnes de blé, ce qui correspond à la production conjointe de l'Ukraine et une bonne partie de la production russe. Tout ça va impacter effectivement sur les prix de ces matières premières. Donc, pour moi, il me semble qu'on aura besoin de mettre davantage d'argent pour la caisse de compensation d'ici la fin de l'année. Donc, moi, on tape sur 32 milliards, moi je tape sur 45, voire pour la farine, milliards, pour la farine, juste parce que je viens de vérifier les chiffres actualisés qui ont été annoncés par Fawzi El-Kherja hier. 7,32 milliards de dirhams ont été mobilisés pour éviter la hausse des prix de la farine. On est jusqu'à présent. C'est-à-dire entre fin mars, il y a 4 milliards, entre fin mars et la mi-mai. Je veux dire, c'est quand même énorme. C'est 4 milliards de plus. Mais en même temps, le prix du blé n'arrête pas d'atteindre des chiffres quand même de record absolu, du jamais vu. Quand on parle d'Inde, que représente l'Inde en termes, professeur Martiniello, que représente l'Inde en termes sur le marché mondial des céréales, et quels sont les marchés qui sont impactés par cet arrêt des exportations de blé indien? En effet, l'Inde, c'est le deuxième producteur mondial de blé, avec une production plus ou moins de entre les 90 et 100 millions de tonnes. L'idée, c'est que, je veux dire, l'Inde, la particularité de l'Inde, c'est que la plupart de cette production, elle est destinée au marché interne. Local, oui. C'est pour ça qu'ils ont arrêté d'ailleurs, c'est pour assurer... mais attendez, donc ça, c'était, on peut dire, l'histoire de l'Inde. Mais à partir du 2015, donc dans la période 2015-2020, l'Inde, elle est un des pays qui a vécu une croissance du taux d'exportation entre les plus hauts au monde. Donc, de 2015 à 2020, la production de l'Inde a bougé de 0,15 à plus de 1%. Et le gouvernement de New Delhi, il a fixé un objectif en 2022-2023 d'arriver à 10 millions de tonnes qui peuvent être exportés chaque année. Donc, on peut dire que l'Inde, depuis 2015, elle devient petit à petit, pas qu'un producteur, mais aussi un pays qui veut jouer son rôle comme exportateur. Et ça, selon moi, c'est, on peut dire, un résultat, bien sûr, d'une politique interne, mais aussi des pressions des pays du G7 qui, dans ce moment, ils essayent de trouver des solutions à la crise. Et bien sûr, dans le paradigme de la sécurité alimentaire dans lequel on est tous, on essaye juste de faire marcher les chaînes de la valeur mieux qu'avant. Donc, si des chaînes de la valeur se sont arrêtées, notamment les exportations de l'Ukraine et de la Russie, on essaye de trouver d'autres fournisseurs. Et l'Inde, c'est un des pays qui a été identifié comme un pays qui pourrait jouer ce rôle. Mais voilà, à partir de... Donc l'Inde, elle a vécu cette grande croissance, mais il y a une semaine, ils ont compris que cette exposition aux exportations ne pouvait pas être projetée comme ils avaient en tête, parce qu'il y a eu une très forte vague de chaleur. L'estime de la production se sont baissées. Donc l'idée d'exporter 10 millions de tonnes comme il avait annoncé, elle est tombée. Et donc les marchés qui étaient déjà en fibrillation et qui commençaient à compter sur cette intervention de l'Inde sur le marché international, ils ont vécu une autre fibrillation. Dont le contrat n'a pas été encore signé. Ils comptent dessus, mais les contrats d'exportation, d'ailleurs l'Inde a précisé, les contrats d'exportation conclus avant le décret vont être honorés. Alors les contrats qui étaient signés avant, ils sont bien sûr honorés. Et aussi, dans d'autres cas, le gouvernement de New Delhi il a annoncé qu'ils sont encore en mesure d'aider certains pays si cette demande elle arrive des pays, pas des privés. Donc, si elle arrive par des États. Et
Et donc, c'était un objectif, mais vous savez, les marchés, ils fonctionnent beaucoup sur les objectifs. Ça veut dire que si l'Inde a ses objectifs et il est en train d'arriver à ses objectifs, les marchés commencent à compter sur cette contribution indienne. Et donc, depuis que le gouvernement a annoncé son stop aux exportations, on a eu une flambée des prix qui a monté. Pourtant, ce n'est pas un big player, l'Inde, en termes d'exportation de blé. Pourquoi autant d'impact sur les marchés, sur la frivolité des marchés? Très bien. Je crois qu'il y a différents... Donc, il n'est pas dans les premiers 10 producteurs de blé, mais il a eu cette exposition. On peut dire aussi que les vagues de chaleur qui ont touché le pays, elles n'ont pas trop affecté la production globale parce qu'elle est apparemment baissée de 110 millions de tonnes à 100 millions de tonnes. Donc, ce n'est pas énorme. Mais on doit dire que, selon moi, l'augmentation de prix, il y a une très forte inflation en Inde, ensuite de la croissance des prix du blé et de l'énergie. Et donc, cette action de la part du gouvernement de New Delhi, c'est, on peut dire, une mesure préventive, en essayant de prévenir une situation de sécurité, d'insécurité alimentaire interne, on doit aussi dire que le gouvernement qui est géré par Narendra Modi, qui c'est le président, il était au centre de très forts protestes des paysans. L'Inde, c'est un des pays qui a le plus grand nombre de paysans du monde. Et donc, je crois que c'était des formes de protestes qui ont duré pour des années, qui ont développé avec le temps. Et donc, je crois que le gouvernement de New Delhi, il ne peut pas se permettre d'avoir aussi des protestes qui vont toucher surtout les populations urbaines. Et donc, ils ont mis en place cette mesure préventive pour essayer de gérer. Je crois que c'est aussi une mesure qui essaye de calmer les prix, de contrôler les prix et aussi d'essayer de lutter contre les importations illégales de blé. Parce que le blé, il est subventionné en Inde. Oui. Donc, le gouvernement, il protège le pouvoir d'achat, etc. Mais des players, ils essayent d'exploiter ces opportunités du marché international. Donc, ils ne vendent plus à l'interne, dans le marché interne, mais ils commencent à vendre dans le marché externe. Et c'est ce qui contribue à enlever d'ultérieures quantités de blé du marché interne. Donc, le pays il est en train de faire ça. Mais je voulais juste ajouter une dernière chose. Dans les derniers 2 ans de Covid, le pays a utilisé beaucoup de ses réserves. Et donc, quand les réserves qui étaient très copieuses commencent à diminuer, ça, il a un effet. Sur les prix. Mais je suis d'accord avec ce que vous disiez avant, c'est que la diminution de production ne justifie pas forcément une augmentation de prix aussi. On peut dire que c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Quand il y a des fibrillations, il y a des formes de spéculation, de marché noir. En parlant non, pas de marché noir, mais quand on parle d'Inde, l'Inde ne produit pas que localement. L'Inde produit aussi en Afrique, et notamment sur la corne de l'Afrique. On peut dire que les pays... Alors, le blé indien, ce n'est pas un blé de grande qualité. Il est connu pour avoir une présence de très haut taux de pesticides et il a une faible présence de protéines. Donc, ces marchés sont forcément les pays les plus pauvres. Donc, on parle de Bangladesh, d'Indonésie. Ce sont les pays qui importent. Oui, avant, je vais dire, ce blé de faible qualité que l'Inde produit. Le Maroc a déjà eu un épisode avec le blé indien qui a été importé, qui a été arrêté au port de Casablanca parce qu'il y avait un champignon, il me semble. C'était dans les années 80-90. Ah oui, elle vendait surtout aux pays, à ses voisins. Mais à partir de cette exposition de l'Inde sur le marché international, beaucoup de pays comme l'Égypte, la Tunisie et le Maroc et la Nigérie aussi, ils ont commencé à développer ces relations bilatérales avec l'Inde en essayant de signer des contrats parce que maintenant c'est chaque pays pour soi-même. Chaque pays essaie de résoudre ses problèmes. Naturellement. C'est ça qui, pour moi, c'est intéressant parce que ça démontre qu'on vit en effet un effondrement du régime alimentaire international et chacun il essaie de résoudre ses problèmes dans une manière individuelle.
Et bien sûr, les pays qui ont plus de pouvoir d'achat, ils sont beaucoup mieux dans une position meilleure parce que des pays comme l'Égypte, par exemple, ils ont trouvé des fournisseurs, mais le prix de 450 et passe dollars par tonne, il les dissuade. Donc, Je parlais aussi de pays comme l'Inde ou la Chine encore qui produisent en Afrique, c'est-à-dire qui ont des plantations, des productions de céréales en Afrique. Ah oui, ça c'est qu'on appelait, c'est un processus qui est parti en 2008-2009. On appelle ça l'accaparement des terres. Ça veut dire qu'il y a eu un processus dans lequel, vu l'insécurité alimentaire globale, beaucoup de players entre eux, l'Inde et la Chine, mais pas forcément en Chine, il y a aussi les players, on peut dire, les ex-pays coloniaux qui ont commencé une vague d'accaparement de terres en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le continent qu'il est identifié comme le continent qui a plus de terres non utilisées ou pas forcément utilisées. On parle de millions d'hectares de terres arables. Oui. Après, comme je disais la dernière fois, à partir de la crise financière de 2007-2008, on voit qu'il y a beaucoup de capital financier qui est à la recherche d'un endroit, vu que le domaine financier il était en fibrillation, il essayait de s'investir dans des terres pour trouver un domaine où la valeur des terres elle peut être constante, sinon croissante. Donc, ils ont commencé à accaparer beaucoup de terres en Afrique et à produire tout ce qu'ils avaient besoin pour l'exportation ou pour le marché interne. Oui. Ça, très bien. Alors, le Maroc n'est pas concerné par les importations de blé indien, professeur Abala? Traditionnellement, le Maroc importe du blé ukrainien, du blé russe, du blé français. Surtout. C'est le premier fournisseur. Ce sont les premiers marchés. Alors, aujourd'hui, le marché russe, le marché ukrainien est bloqué à cause de la guerre. Et il me semble qu'on n'est pas encore en crise. Nos stocks de blé ne sont pas en rupture. Et il me semble que le Maroc est en mesure de négocier de bons achats à ce niveau-là sur le marché international. Il faut surtout éviter d'avoir recours aux achats sur ce qu'on appelle en fait les marchés spot pour des livraisons immédiates. C'est là où les prix sont vraiment très très élevés. On est autour de 500 à 600 dollars la tonne. Donc c'est très cher. Je pense qu'on n'en aura pas besoin. Alors, est-ce qu'on va acheter du blé indien? Pourquoi pas si les prix sont bons. Encore faut-il avoir signé des contrats avant ce décret. Très bien. Mais alors, on parle de 33% de blé importé de la France, 32% de l'Ukraine, 17% de la Russie, 14% des États-Unis, 4% des autres pays. Donc l'Ukraine et la Russie, donc on est autour de 30%. Mais est-ce que l'option de la Russie, elle est vraiment inenvisageable, en sachant que, bien sûr, pour détourner ou contourner l'utilisation de SWIFT, eh bien, plusieurs exportateurs russes de blé, parce que l'Ukraine a arrêté d'exporter encore une fois, parce qu'ils veulent garder leur blé pour eux-mêmes aussi. Il en reste quelques millions. Parce que c'est bloqué dans les ports, surtout. Absolument. Non, c'est bloqué dans les ports, et le gouvernement ukrainien a décidé d'arrêter d'exporter pour justement assurer la sécurité alimentaire pour ses propres citoyens. Il y avait une quantité importante. Oui, qui était bloquée. Destinée à l'export, mais bloquée aujourd'hui. Absolument. Dans les ports. Mais est-ce qu'on ne peut pas vraiment envisager d'acheter du blé russe, de racheter du blé russe aujourd'hui au Maroc? Vous touchez à la politique. La position du Maroc n'est pas très claire par rapport à la Russie. On n'a pas participé à ce processus de blocus global contre la Russie. On a voté aucune décision. Il me semble que le Maroc laisse la porte ouverte, y compris pour l'achat de gaz russe. On n'a pas de décision officielle aujourd'hui. Il reste ce problème technique financièrement, c'est à partir de quel système financier on pourrait faire du trade avec les Russes, en sachant qu'aujourd'hui, il y a encore quelques banques qui sont connectées au système SWIFT. Donc on peut toujours continuer à faire des achats et des transferts avec la Russie, y compris pour acheter du blé russe. Il y a pas de... Moi, je pense qu'on n'est pas en situation de rupture avec les Russes. Le Maroc, au contraire, veille à ce que les Russes comprennent qu'on est dans une position plutôt classique et qui n'a pas changé. C'est très important pour nos intérêts. Je pense que nos alliés occidentaux ont compris ça.
la situation du Maroc, la position du Maroc est très fine, très bien réfléchie, extrêmement intelligente, surtout par rapport au calcul de nos voisins de l'Est donc, et du problème du Sahara. Le Maroc n'a pas coupé les ponts. C'est très bien. Et je pense que le Maroc va continuer à faire des affaires avec la Russie. Je le dis pour moi. Autre question. Vous voulez peut-être rebondir là-dessus, parce que j'ai une autre question sur les menaces sur le marché local. Voilà, les exportations, il y a plus ou moins, on estime qu'il y a presque 20 millions de tonnes de blé bloquées dans les silos des ports de Mariupol, Mykolaïv, de Odessa, qui sont tous les ports de la mer Noire. Pour ce qui concerne la Russie, bien sûr, il y a des sanctions. Donc, c'est ça qui, en effet, qui bloque le blé. Mais je voulais dire, ça me semble comme manière de réfléchir trop un peu dans la courte période. Je veux dire que dans la courte période, bien sûr, il y a toute une série de mesures que les États essayent de faire. Ils avaient déjà commencé depuis le 2007-2008, parce que les prix ils étaient augmentés déjà d'une manière forte. Je travaillais avant sur la Jordanie et le Liban, c'était des pays qui, depuis 2007-2008, ils ont commencé à essayer de subventionner le blé, une chose qu'ils ne faisaient pas trop. Donc, selon moi, on doit un peu réfléchir sur la courte période. Le pays il est en train de faire ce que mon collègue est en train de dire. Ils ont aussi éliminé les frais aux importations pour faciliter cette importation. Ils commencent aussi à penser de créer des réserves. Mais ça, c'est, on peut dire, la question pas trop abordée, les réserves. Parce que dans le marché international dans lequel on vit, on a un peu éliminé cette idée d'avoir des réserves. Il y a toute cette idée de production just in time. Le court terme. Just in time, selon ce que les marchés ils déterminent. Mais on est dans un moment de grande instabilité internationale, donc je trouve que beaucoup de pays arabes, ils devraient commencer à bouger d'une réflexion de courte période, qui bien sûr, on dit on n'a pas de problème, mais un budget qui augmente pour la casse de compensation, ça veut dire plus de dettes internes. Plus de dettes internes, souvent, ça veut dire plus de frais, des taux. Donc, en effet, c'est toujours un circuit qui renvoie au consommateur le coût, peut-être dans une façon indirecte. Donc, selon moi, on devrait essayer de s'éloigner de cette vision de sécurité alimentaire fondée que sur le marché et essayer d'être un peu plus autonome. L'idée d'autosuffisance, c'est un peu loin, ça va, mais on parlait de souveraineté alimentaire il y a encore quelques mois. Maintenant, c'est la sécurité alimentaire qui prône. Oui, mais on doit aussi comprendre, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais on ne se comprend pas ce que ça veut dire quoi. Beaucoup de gens ils parlent de souveraineté alimentaire, mais ils n'ont pas trop... Quelle est sa définition selon vous, professeur Martiniello, justement, de souveraineté alimentaire? La souveraineté alimentaire, c'est un nouveau paradigme alimentaire qui se fonde sur la centralité des petits paysans, qui sont la majorité des gens qui habitent dans les campagnes et qui touchent sur le droit de produire et de manger les aliments qui sont culturellement affines, et donc d'établir ses propres systèmes agricoles et alimentaires dans une façon autonome, en les rendant plus durables, plus soutenables, plus rentables et plus équitables. L'idée de sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est essentiellement centré sur la quantité des biens. Tous les pays sont intéressés à amener dans le pays une certaine quantité de blé ou d'autres céréales pour satisfaire une demande. Mais on ne se pose pas la question de la qualité, on ne se pose pas beaucoup de questions de où les céréales qu'on utilisait avant, où ils sont finis. Et parce qu'en effet, oui, on dit on doit continuer à produire du blé. Mais le blé, ça demande beaucoup d'eau. Le blé, ça demande beaucoup. Alors voilà. Sûrement, moi. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait intervenir Rachid Meali et il représente justement les producteurs, en fait, la Comader, donc la Confédération de l'agriculture et du développement rural. Alors, quand on parle de blé, parce que ça a toujours été sujet de débat et surtout sur ce plateau, mais pas que. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de vraiment revoir de manière structurelle notre vision de la production agricole au Maroc?
Surtout qu'il y a le stress hydrique, vous l'avez évoqué, c'est une question d'eau, consommation d'eau. Est-ce que et aussi pour ce monde rural, parce que la céréaliculture, elle représente une bonne partie aussi de ce monde rural. Écoutez, c'est la base. C'est la base. Le problème, c'est que revoir nos cartes, oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'à un certain moment, ça fait quand même 30 ans qu'on garde le prix des céréales n'a pas changé. Au niveau mondial, ça a un petit peu changé, pas grand-chose, mais au niveau national, spécialement national, pendant 30 ans, le prix n'a pas changé. On était, même en Europe, on est à 200 $ la tonne pendant très longtemps, et là, du jour au lendemain, on passe à 460, 480 $ la tonne. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment se remettre en question. On doit se remettre en question notre politique, notre politique. On s'était endormi sur nos lauriers parce que le cours du blé ne changeait pas vraiment. Il n'y avait pas de problème. Quand on voulait du blé, on va en acheter. Ça existe en face. Ce n'est pas la peine de stocker, même pas la peine de stocker, parce qu'on achète à la dernière minute tout ce qu'on veut. La quantité était là. Maintenant, avec le changement climatique, on n'a jamais vu du 42 degrés maintenant au mois de mai. Demain, Marrakech, il va faire du 42 degrés. Ce n'est pas normal. Il y a un changement climatique. Il faut le prendre en considération. Surtout pour un produit, on ne parle pas des fruits, on ne parle pas de certains légumes, mais on parle d'un produit de première nécessité. Et là, pour nous, en tant qu'agriculteurs, en tant que ministère, on commence à voir, il y a des possibilités de le faire. Comment ? Pour quand, surtout ? Est-ce qu'on parle de court terme ? Est-ce que c'est envisageable à partir de c'est une question naïve peut-être. Ouais. Est-ce qu'on peut l'envisager à partir de la campagne prochaine ? Pas vraiment la campagne prochaine, mais on peut le faire sur quelques années. Je cite toujours un exemple, on a un barrage au nord du Maroc où il y a 2 milliards de mètres cubes qui sont stockés. À un certain moment, c'était très très cher de transférer cet argent vers les plateaux et les plaines où on pouvait produire des céréales. C'est tôt, pas cet argent. Mais aujourd'hui, on peut le faire. Cet argent parce que finalement, c'est de l'argent, là, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on peut le faire parce que quand même, quand on va subventionner à coût de 30 milliards de dirhams, peut-être on va aller sur 30 milliards de dirhams cette année. Oui, écoutez, un barrage pour le transférer, ça ne demande pas autant d'argent. Avec 30-40 milliards, on peut transférer cette eau-là, premièrement. Deuxièmement... Vers le Gharb ? Bien sûr, même le Chaouia, on peut aller jusqu'au Chaouia avec autant de quantité. Et surtout le céréal au Maroc, on a besoin des irrigations ponctuelles. Cette année, par exemple, une année comme celle-là, si on avait des possibilités d'irriguer pendant 2-3 fois par an avec des pivots dans des moments bien précis, on pouvait sauver la campagne. Il y a des subventions, ça coûtait pas grand-chose. Aujourd'hui, comme on sait que ça coûte beaucoup plus cher, maintenant, il est temps d'arrêter de subventionner l'agriculteur étranger et subventionner le Marocain. C'est-à-dire ? Quand on achète un blé, aujourd'hui, on fait des subventions aux consommateurs, c'est de la subvention qu'on est en train de subventionner l'étranger. Ce n'est pas le Marocain qu'on subventionne. C'est de l'argent qui part, entre guillemets, vers l'étranger. Si on avait subventionné l'agriculteur marocain pour produire du blé au Maroc, on n'aurait pas subventionné. Même chose pour le sucre. Même quand on subventionne, chaque fois qu'on subventionne quelque chose à l'import, c'est l'agriculteur en face qui est. C'est la balance commerciale qui en prend un coup. Et c'est l'agriculteur en face qui touche l'argent. Maintenant, il est temps de donner un peu plus de subventions. Quand vous dites. Vous savez où je vais en venir. Quand vous dites c'est l'agriculteur en face, mais qu'en est-il de l'agriculteur ici ? Qui sont les agriculteurs qui profitent le plus des subventions ? Aujourd'hui ? Oui. Est-ce que c'est le petit agriculteur chez Mali ? Tout le monde. La subvention à l'investissement, c'est très simple. Il y a juste à voir les chiffres. Moins de 5 hectares, ils ont, par exemple, là où on a le plus de subventions, c'est sur le goutte à goutte. Tout ce qui est installation d'irrigation, les moins de 5 hectares, c'est du 100%. Quand on dépasse les 5 hectares, on part de 80%, mais réellement, on n'est jamais aux alentours de 60%. Parce qu'on commence à atteindre des dimensions où les subventions sont plafonnées. Et quand on est plafonné, quand on refait le calcul par la suite, on se retrouve entre moyenne de 60-65% de subventions pour au-delà de 5 hectares. Moins de 5 hectares, ils sont subventionnés à 100%. Aujourd'hui, 80%, 70% des subventions de l'FDA, Fonds de développement agricole, vont pour l'irrigation. On gagne énormément. On a gagné l'équivalent de deux grands barrages par an, quand même, au niveau d'utilisation d'eau. Mais quand même, ce sont des subventions. Tout le monde profite. Et je vous dis, c'est là où il y a le petit agriculteur Très qui bien, profite l'accès à l'eau, mais l'accès à la terre. Pardon ?
L'accès à l'eau, on l'a, donc les subventions pour l'irrigation, et l'accès à la terre, le foncier. Le foncier, le petit agriculteur, il est sur place. Il est sur le terrain. Mais il a de petits. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le subventionner pour qu'il agrandisse la surface qui. On ne peut pas. C'est quelque chose d'héritage qui a été très mal fait. C'est l'héritage où on a quelqu'un qui avait 20 hectares, il est décédé, il a laissé 6 enfants, et on est en train de partager avec 1 hectare chacun. C'est question de. C'est un héritage qui a été fait. La terre n'a pas changé. Au contraire, elle diminue. On a perdu beaucoup de terres qui sont devenues arides. La région de Marrakech, qui était, à un certain moment, on avait 700, 800 000 hectares de céréales, maintenant. Elle donne une année sur 7. De ce côté-là, il y a beaucoup de terres qui sont aux alentours des villes qui ont été avalées par le béton. Il y a ce côté-là. Maintenant, donc, il y a ce côté-là. On peut augmenter la production. On peut aussi diminuer la consommation. Et c'est ça ce qui est important, et diminuer le gaspillage. Gaspillage, pas consommation. Je parle toujours. Mais qui gaspille le plus? Ce sont les ménages, ce sont les ménages, les restaurateurs, ce sont tout le monde, les traiteurs au niveau des mariages, au niveau des fêtes. Voilà. Est-ce que vous voyez le nombre de pain qui est jeté? On le sent, ça, tout le monde. Vu le prix du pain, moi, personnellement, je vois que le pain doit être la même chose que les bouteilles de butane, doit être à son prix réel, et on donne le registre social unifié dont on a toujours parlé et donner des bons pour les gens. Dont on a toujours parlé, dont on n'a pas encore vu les résultats. Je pense que ça traîne depuis l'ancien gouvernement. Je pense que c'est le seul moyen parce qu'aujourd'hui, on a le sucre. Il y a beaucoup de sociétés, d'industriels qui profitent du sucre subventionné. Sans les citer, mais tout le monde le sait. Il y a les agriculteurs, je les cite aussi, 40%. 45% des bouteilles de butane vont chez l'agriculteur. C'est pas normal. C'est un agriculteur qui le dit. Je le dis, oui. J'assume ma responsabilité là-dessus. Parce que c'est pas normal. Exact. Parce que quand on subventionne et après on le retrouve dans les champs en train pour d'autres utilisations, c'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis, il faut revenir à celui qui utilise quelque chose qui le paye à son prix, il saura au moins sa valeur. Au moins, si on sait que ça coûte. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas pensé à ça. C'est pas qu'on n'a pas pensé. Parce que c'était tellement bas. On parlait de 200 dirhams le quintal. Ce n'est pas 500 dirhams le quintal. C'est là. Maintenant, cette année, on sent ce que c'est que le blé. Et là, il y a des possibilités. Il y a des possibilités pour produire mieux. Pour les alternatives, pour faire un dernier tour de table, professeur Abou Arab, il y a des rumeurs surtout. Est-ce qu'il risque d'y avoir pénurie pour les mois à venir, surtout l'été? La situation est critique. Elle est critique au niveau international. Et il y a des inquiétudes dans beaucoup de pays, de famine, même en Afrique et dans d'autres régions du monde. Donc je pense qu'on est en situation de crise sans précédent sur beaucoup de niveaux, sur les matières premières, sur l'eau, sur également tout ce qui est pétrole aujourd'hui. Alors, c'est un jeu mondial. Hein. Le Maroc, dans ce jeu-là, est un acteur moyen, voire petit. Oui, petit. L'Union européenne a pris la décision, par exemple, d'autoriser les pays à augmenter les superficies destinées à l'agriculture de céréales. Je pense que c'est une bonne décision. Donc, on va avoir une durée moyen, long terme de 5 à 10 années qui vont être difficiles parce qu'on s'installe dans une économie de pénurie, dans une économie à forte inflation. L'inflation en Europe a explosé. On est en Espagne autour de 10%, du jamais vu. En Allemagne, dans d'autres pays, au Maroc également, on est 4%. Je pense qu'on va vers des taux de 6 à 10%. Donc, il faut des réponses stratégiques à long terme en insistant sur tout ce qui est énergie renouvelable aujourd'hui. Le Maroc est bien parti, je pense que c'est une bonne chose. Également, sur tout ce qui est sécurité alimentaire, il faut revenir aux fondamentaux de notre agriculture pour dessiner ce modèle agricole adapté à notre pays. D'un côté, nous avons une sécheresse hydrique aujourd'hui chronique, durable. Et avec le réchauffement climatique, ça va s'arranger. Absolument.
Et de l'autre côté, il me semble que il faut varier les options et les solutions à l'international. Et c'est là où rentre la diplomatie et l'intelligence de l'État. Ce qui est attendu aujourd'hui de l'État est important. Ce sont les États, ce sont les décisions politiques qui sont en mesure d'apporter les solutions adaptées à des situations sans précédent. Sans précédent. Mais il me semble qu'il ne faut pas s'alarmer outre mesure parce que, heureusement, que la situation... Tout ça, en fait, est venu de la pandémie, il ne faut pas l'oublier. Cette inflation, c'est le résultat de la pandémie. Le reliquat, et puis ça s'est accentué avec la guerre. Ça s'est accentué avec la guerre, avec la sécheresse au Maroc, mais il faut comprendre qu'on est en train de payer le manque à produire qu'on a vécu sur l'année 2020-2021, parce que même si la reprise a commencé en 2021, on n'a pas repris la totalité du niveau de production sur lequel on était en 2020. Et c'est le cas pour tout le monde. Et facteur supplémentaire, regardez ce qui se passe, la Chine reconfine. Et quand la Chine arrête ses lignes de production, c'est tout le monde qui subit. En effet, c'est toutes les industries mondiales, absolument. Et ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est inquiétant. Renault a son carnet de commandes plein, mais elle ne peut pas produire. À la dite usine, aujourd'hui, on arrêt de production. Les salariés sont en arrêt de travail. Et c'est la même chose sur beaucoup de secteurs. Donc l'inflation, aujourd'hui, elle est structurelle. Elle est partie pour durer. On est dans une économie de pénurie pour plusieurs années. Et il faut savoir s'adapter. Mon cher collègue parlait de savoir faire des économies. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout un chacun qui est concerné. Et il faut aller dans ce sens, faire de la pédagogie sur le pain, oui, mais également sur l'eau, par exemple. Il faut... moi, j'attends... il faudrait alors qu'on consacre une autre émission à l'eau, à l'utilisation de l'eau en agriculture, une des préconisations en sachant que si on compte sur cette eau-là pour exporter, et qu'en 2020, on a importé quelques 6,5 milliards de dollars de produits agricoles, à quoi bon mettre toute cette eau-là vers l'export, sachant qu'on importe autant d'eau aussi. Enfin, en tout cas, un dernier mot peut-être pour finir, professeur Martiniello, mais vraiment très court. Très court. Moi, je suis d'accord avec mon collègue sur l'idée que l'Europe, mais aussi la Russie, elle est en train de retourner vers une situation, on peut appeler, de sécurité agricole. Elle ne vend pas parce qu'elle est en train de constituer ses stocks. Surtout vu que la conflictualité augmente et apparemment on ne va pas vers une solution concrète. Donc il y a des mois d'instabilité, d'insécurité. Et je crois que chaque pays il devrait s'insuler un peu et essayer de maximiser sa capacité productive, en essayant aussi de mettre en place des modèles agricoles qui ne péjorent pas la débâcle environnementale. Très bien. Donc, et qui dit débâcle environnemental dit eau et aussi durabilité des sols, Mon etc. collègue parlait beaucoup d'eau, mais je crois qu'on a aussi un problème de sol. De sol, voilà, c'est la durabilité des sols aussi qui pose problème. Nous allons certainement peut-être refaire le même plateau, mais autour d'une autre thématique qui est celle de l'agriculture. Merci, C'est Rachid Moulay. Toujours un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau, professeur Martiniello, professeur Abou Arab. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.